Les Ordinals, moi j'ai vu ça relayé quand c'est sorti avec les maxi et tout. J'ai pas voulu y aller parce que je considérais que c'était toxique pour Bitcoin, Je en sachant comprends. que mon Bitcoin, tu vois, c'est mon Bitcoin. Voilà, je tiens à cette valeur, je tiens à ce truc-là. 1 heure avec toi et j'ai le plaisir de me dire, attends, il y a autre chose là. Faut aller Il est voir. en train de se Voilà, dire, 1 heure les gars, quand ça va péter, le 100% Bitcoin va encore BDF. plus péter. Bonjour et bienvenue à tous au Café du Coin. Émission du mercredi, le mercredi dit interview d'un invité spécial. Et aujourd'hui, l'invité va vous surprendre. Bonsoir Solène, comment tu vas Solène? Bonsoir, ça va très bien, merci. Alors, je vais ravi te d'être demander... là et merci. Ah bah écoute, de un grand m'avoir plaisir nous de de te m'accueillir. recevoir parce qu'on a, comme dit Peter, en quelques minutes appris tellement de choses dans le domaine qui nous passionne tous, les crypto-monnaies, en passant quelques minutes sur ton Twitter. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour nos viewers? Bien sûr. Alors, ce que je pourrais dire sur moi, c'est que je suis créatrice de contenu dans le domaine du Web3, mais c'est un mot un petit peu qu'on n'aime pas trop parce qu'il englobe tout l'écosystème. Donc, je dirais plus précisément sur Bitcoin et encore plus spécifiquement sur les ordinals que je suis en train de diguer à fond et qui me passionnent complètement. Et ça va nous passionner aussi. Et je crée du contenu sur Instagram en vidéo et sur Twitter en texte, article, pour expliquer principalement d'ailleurs les ordinals. Pete, un petit mot justement, qu'est-ce que tu voulais nous dire sur... Je disais que j'en avais appris plus en 3 minutes sur le Twitter de Solène sur les Ordinals que depuis que c'est sorti, quoi, quelque part. Donc, non, c'était une vraie découverte pour moi. On s'est rencontrés à Surfer de Bitcoin, pas cette année d'ailleurs, l'année dernière. Il y a 2 ans, ouais. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on voulait absolument t'inviter parce que tu explores et grâce à toi, on explore aussi. Donc voilà, c'est combo gagnant, j'ai envie de dire. La première partie, vous la connaissez tous. Pour ceux qui suivent notre émission, ça va être une interview flash. Elle commence tout de suite. C'est parti. Bitcoin. Ouf, la garde. La peste ou le choléra. Elle s'est dit le piège. Oh, je suis restée chauvine. Je suis restée chauvine. 2024. Je dirais que c'est juste de l'espoir, mais j'ai quelques réserves sur le bull run. Faire, évidemment. CB. Livre. Investissement, mais sinon rien du tout. USDT. Décentralisé. DCA. Régulation. Ah, ça se corse. Gilles. Des choix cornéliens. Là, vous allez mettre tout le CTFR à dos, là. plus de 10 000. Asher. Dodge. Créatrice. Ledger. Dex. ETH. Tu vois qu'on choisit les bons. C'est ça qui me plaît. Quand tu mets seul, tu sais tout de suite que la tête, elle va changer. Proof of work. Bah, entre les deux. Fondamental. Pod. JPay. Elon Musk. Cold Wallet. Starfin Bitcoin, évidemment. Binance. Moongox. Vulgarisatrice. ETF Bitcoin. Brix. Atom. Ah, je dirais que Gensler nous offre plus de mèmes. Oh, Luna. Bah, merci beaucoup, Soso. C'est un son. Merci. Parfait. Magnifique. J'allais te dire, il y a des questions qui ont été très, même moi, elles me font toujours Je vais la revoir 2-3 fois l'émission parce que tes réponses là, il y en a certaines qui sont excellentes que j'ai pas encore entendues depuis qu'on a sorti le format, hein, franchement. Parce que tu as remarqué qu'il y a des questions qui ne sont pas spécialement spécifiques pour toi en termes de trading et autres. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que j'en ai fait beaucoup. Je suis arrivé par ce biais biais-là dans les cryptos, ouais, parce que je faisais du trading sur le forex. Alors trading intéressant. forex, et comment tu t'es retrouvé à trade le forex? Alors, truc tout bête, où on est tous un peu tombés là-dedans avant le confinement. Enfin, moi, c'était un peu avant le confinement, le truc des formations, de trading, tout ça. Bon. Il n'empêche que j'ai payé effectivement pour ces formations. Pas très cher, mais j'ai payé quand même il y a quelques temps, il y a 2-3 ans quand même, 4 ans même. Et en fait, c'était génial. Pour être très honnête, j'ai énormément appris. J'ai énormément appris sur le mindset aussi, sur prendre du recul, sur ces investissements, enfin sur le trading, parce que c'est pas des investissements. Et donc, c'était vraiment très cool. Et il y a eu des moments où je me suis pris des sacrées gamelles. Et en fait, ce qui était marrant, c'est que j'avais mon mentor
on appelait mon mentor, avec qui j'avais des calls réguliers et qui était là pour vraiment me coacher en fait, pour prendre du recul sur ses pertes ou sur ses gains ou sur ces choses-là, quoi. Je suis arrivée par le trading sur le forex avec énormément d'analyse technique et énormément de fondamentales sur les indices du chômage aux États-Unis, tout ça. Enfin bon, bref, des trucs un peu. Enfin, j'avais que ça à faire, quoi, globalement. Et donc c'était assez intéressant. Et puis c'est après comme ça que je suis rentrée dans Bitcoin et avant d'investir, évidemment, je me suis renseignée sur qu'est-ce que Bitcoin et pourquoi Bitcoin et tout ça. Et c'est comme ça que je suis rentrée après dans le Web3. Mais c'est pour ça que je connais un peu tout ce qui est SL, TP. Moi, c'est l'inverse. J'ai commencé avec la crypto et puis je me suis lancé sur le forex et les indices. Ok. Et rien que pour le mindset, t'as raison. Quelle a été la chose qui t'a fait bifurquer vers le Bitcoin? Les gens qui me formaient, les gens avec qui je discutais, l'espèce de groupe qu'on avait et qui, en fait, se sont intéressés. Enfin, le bull run, en fait, partait un peu. Donc, 2020, fin 2020. 2020, ouais. Forcément, quand tu es dans l'investissement, enfin dans le trading, tu t'intéresses à d'autres façons d'investir ton argent. Et donc là, effectivement, le Bitcoin, ça paraissait un peu la suite logique de ce qui pouvait être fait, sachant qu'il y avait aussi l'or que j'avais fait. Mais l'or, c'est trop casse-gueule, donc faut pas aller là-dessus. Ouais. C'est comme le pétrole, exactement. C'est juste les gens avec qui j'étais, le groupe dans lequel j'évoluais, qui m'a initié, qui m'a montré ça. Et puis après, moi, je m'y suis intéressée toute seule. Et en fait, j'ai rapidement quitté ce groupe parce que finalement, le trading m'intéressait plus. Et donc, je me suis intéressée de façon plus fondamentale Bitcoin et quelle est la philosophie et qu'est-ce que ça apporte. Et puis après, je me suis renseignée sur beaucoup d'autres choses. Ultra iOS, sur Terre Noire qui arrivait après, tout ça. De base, ton pseudo sur Twitter, c'était Soso l'exploratrice. Aujourd'hui, c'est Soso Ordinals. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, du coup? Alors, je suis toujours Soso l'exploratrice, parce que j'explore toujours. J'explore tous les pans du Web3 et le monde aussi. Et j'ai tout simplement choisi de me spécialiser dans les ordinaux. En fait, je trouve cette nouvelle idée de pouvoir inscrire des choses sur Bitcoin assez folle parce qu'en fait, ça redonne de l'intérêt à Bitcoin. Mais je vais revenir un tout petit peu en arrière sur pourquoi ça. Disons que l'année dernière, à peu près à la même période, j'avais fait 5, 6, 7 ou 8 événements pendant tout l'été. J'avais beaucoup voyagé, j'avais fait beaucoup d'événements, et dont un événement qui m'a complètement anéanti, c'était NFT New York. Je suis désolée s'il y a des gens d'NFT New York qui nous écoutent, mais en tout cas, ça a été assez terrible parce que j'ai vraiment été mise face à l'enfer de l'écosystème, c'est-à-dire que des projets complètement pourris, que des projets qui étaient là, que du cash grab. Je me suis retrouvée face à une scène avec quelqu'un qui nous présentait un projet de NFT avec des chouettes, mais c'était moche, c'était nul, c'était inutile. Non, mais il y avait rien, il y avait aucun intérêt. Et en fait, NFT New York, ça n'était que ça. Et donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais moi, je cautionne cet écosystème-là. En fait, je suis vraiment là-dedans, là. Ah ouais, vraiment. Et putain, c'était vraiment des projets où je me disais, là-dedans, il y a des gens qui investissent des millions, mais je suis où, là, en fait? Il faut que je retourne sur Terre, en fait. Enfin, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des problèmes dans le monde, là, en fait. Et moi, je suis là, regarder ces trucs-là. Je dis, non, c'est pas possible, quoi. Donc, en fait, je me suis vraiment retirée de l'écosystème. Donc là, c'était l'année dernière. Donc, pendant 6 mois, à peu près, je me suis complètement retirée de l'écosystème. Je suis revenue à peu près en mars-avril. Et puis, finalement, je suis revenue par le biais de notre chère et grande crypto Bitcoin, qui est celle qui m'a fait rentrer dans l'écosystème et qui me fait revenir dans l'écosystème. Et je retourne sur les fondamentaux en diguant bien plus sur Bitcoin que j'ai pu le faire les années précédentes. Le protocole Ordinals, je l'ai découvert en même temps que j'étais en train de diguer sur Bitcoin. Et en gros, ce que je veux dire, c'est que Ordinals, ça m'a permis d'apprendre plus sur Bitcoin. Et en même temps, j'étais dans cette démarche d'en apprendre plus sur Bitcoin. Donc, en gros, les deux trucs se sont croisés. Et donc, le protocole Ordinals me permet d'approfondir mes connaissances sur Bitcoin. Ça me permet d'approfondir mes connaissances sur les transactions, sur la même pool, sur les UTXO, etc. Et donc c'est vraiment fabuleux. Et puis, en plus, c'est une nouvelle bac. Oui, voilà, c'est une nouvelle tendance. C'est sympa. C'est beaucoup mieux que les NFT. Why not, en fait? Quand Peter m'a parlé de Satoshi Rare, qui commence par le... Je trouve ça incroyable. C'est plus intéressant qu'un NFT en vrai, ce truc. Il y a des gens qui supportent pas du tout le fait que Bitcoin ait un autre intérêt que finalement la réserve de valeur. On est d'accord là-dessus? Oui, tout à fait. Du coup, toi, je suppose que tu es aussi d'accord sur le fait que Bitcoin est une réserve de valeur, mais je trouve ça excellent le fait que tu nous dises, moi, c'est justement le fait de rajouter une valeur ajoutée
là-dessus qui t'a fait continuer de creuser sur Bitcoin et de lui retrouver un regain d'intérêt, j'ai envie de dire presque? Je suis un petit peu dans ma bulle actuellement. Ça doit faire peut-être 2 semaines que j'ai pas trop été voir les contradicteurs du protocole Ordinal. Sachant qu'en plus, il se passe beaucoup de choses et il y a encore pas mal de mises à jour, dont une récente. Est-ce que tu peux nommer les contradicteurs? Je sais pas si vous en avez, mais moi, j'ai pas de nom. Enfin, je sais que Gilles n'était pas forcément d'accord avec les BRC20. Mais ça, je suis d'accord avec lui. Donc, en fait, ce que je trouve intéressant sur Bitcoin, c'est de pouvoir, avec le protocole Ordinal, c'est les inscriptions, c'est les artefacts numériques, c'est de pouvoir inscrire une donnée sur Bitcoin, unique, un espèce de NFT finalement, qui va être stocké ici de façon immuable, transparente, sécurisée, etc. Mais pas les jetons fongibles sur Bitcoin. Ça, c'est une horreur. Enfin, qui fait ça? Pourquoi? C'est pas possible. En plus, la seule chose que ça a eu comme impact, c'est de congestionner la blockchain pendant 5 mois. Donc, ça a fait monter les frais. Enfin, ça a été assez n'importe quoi, cette histoire. Et d'ailleurs, oui, c'est ce qui est reproché, mais c'est ce qui est reproché. Et il faut bien faire la distinction entre les inscriptions et les BRC20. Et c'est les BRC20 qui ont congestionné la blockchain. Parce que quand on regarde des graphismes, on remarque que c'est 90%, ouais, j'abuse peut-être, mais 80% de textes, en fait, de textes qui ont congestionné la blockchain. Et le texte, c'est les BRC20. J'aime pas ce terme, mais est-ce que tu fais partie des bitcoins maximalistes? Comme Gilles, par exemple, tu vois? Ou est-ce que dans ton bag, tu as de l'ETH, du Solana, de l'Atom? Solana, non. T'as pas vu sa réaction Voilà, quand arrête avec Solana. on a dit Ethereum. Solana, elle a fait Ethereum, voyons. Ce scam. Oh là là, pourquoi tu me parles de Solana? Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé durant cette question, Solana? Oh là là. Alors, déjà, je vais combiner les deux réponses. Le contexte. Non, je suis pas maximaliste. Je suis juste aujourd'hui très focus et très concentré sur Bitcoin, et je pense que je vais le rester d'ailleurs, parce que finalement, avant j'étais beaucoup plus sur tout le reste, sur plein de choses, et beaucoup plus dans le divertissement. J'adore Ultra iOS, enfin j'adore. J'aime t'entends ça ou pas? Voilà, j'aime ce qu'il propose. J'ai mes ternois, enfin voilà. On est voué à s'entendre, tu sais, toi et moi. On est voué à s'entendre parce que jusque-là, il y a du sang. Parce que iOS Terre Noire, on a pris un bon petit bac chacun. Donc, iOS Terre Noire, non mais. Écoute, j'ai une baraque sur iOS, des donc projets si qui nous plaisent. iOS ne performe pas, je perds une baraque. Voilà, c'est sûr que ça. Oui, lui, il a un peu posé la maison avec le chat dedans. Aïe, aïe, aïe. Il est chaud. Non, mais j'ai plusieurs maisons, c'est pas un problème. Donc, faut le suivre ça ne pour me d'autres dérange conseils pas. en investissement. iOS, c'est ma deuxième crypto que j'ai acheté après Bitcoin, donc j'aime beaucoup aussi. Parce que je suis aussi très geek, très gameuse, donc play to earn, play and earn, tout ça. Maintenant, j'en reviens un peu parce que finalement, j'y vois pas beaucoup d'intérêt. Mais donc non, je suis pas du tout maxi. Juste aujourd'hui, je suis sur ça. Je pense le rester parce que maintenant que je suis dedans, en fait, je remarque que Bitcoin, il y a énormément d'évolutions et il se passe énormément de choses. Et si en fait, on n'est pas à fond, si on n'est pas spécialisé dans ce domaine, dans Bitcoin, j'ai l'impression que ces mises à jour, on les voit pas du tout. Et moi, je sais qu'avant, j'étais pas spécialisée sur Bitcoin. Et en fait, je voyais pas, je comprenais pas. Je me dis Bitcoin, il se passe rien, on va juste payer avec et puis c'est cool, trop cool, machin. Ça va peut-être changer le monde de pays en voie de développement qui sont pas bancarisés, tout ça, mais j'y voyais pas beaucoup d'intérêt, pas beaucoup plus d'intérêt, et finalement, mais c'est complètement fou tout ce qui se passe en fait. Mais justement, c'était ma question que je voulais te poser. Toi qui es dedans, justement, qui l'étudie de fond en comble, quelles vont être les spécificités qui vont faire de Bitcoin quelque chose d'incroyable? Parce que pour l'instant, aux yeux de la majorité des gens, on va dire de la majorité occidentale, c'est un biais d'investissement. C'est un véhicule d'investissement. On le prend, on le garde, on sait que dans quelques années, on va faire un x10 dessus. Donc c'est quelque chose d'à peu près, entre guillemets, safe, parce que ça reste quand même volatile, mais pour faire de l'argent. Pour les gens qui sont précaires, qui ne sont pas bancarisés, c'est un moyen de paiement. Et toi, Solène, pourquoi? Qu'est-ce que Bitcoin au final? Qu'est-ce que va faire Bitcoin dans le futur qui fait que ça sera exceptionnel? T'as tout dit pratiquement. J'allais exactement faire une distinction entre nous, occidentaux, qui sommes bancarisés, qui avons des banques centrales, on peut dire ce qu'on veut, mais en tout cas, bon, ça fonctionne à peu près, quoi. Et les populations qui ne sont pas bancarisées, qui ont une hyperinflation, où c'est l'enfer finalement. Finalement, faire un crédit pour sa maison, c'est pas possible. Recevoir son salaire et le lendemain, ça vaut la moitié. Enfin, c'est pas possible de vivre comme ça. Donc, moi, je le vois dans nos sociétés occidentales bancarisées, avec des banques centrales qui fonctionnent à peu près bien. Oui, pour moi, c'est un véhicule d'investissement. C'est comme ça que moi, je m'en sers finalement. J'investis, et puis après, j'espère que ça augmente parce que je crois en Bitcoin. Et puis après, il y a le Salvador. On va prendre l'exemple tout simple du Salvador. Le Salvador, j'arrive, c'est assez drôle parce que donc je suis passé
là, je vais y retourner dans 5 jours au Salvador, mais j'ai passé une après-midi. Parce que l'avion arrivait et puis après on repartait au Mexique. Donc on a décidé d'aller à Beacon Beach finalement. Donc on y va et puis en arrivant là-bas on se dit on va prendre un petit déj machin, faire les heures d'avion et tout c'est chiant donc vas-y on va prendre un petit déj au bord de l'eau. Et donc on mange machin et puis on fait mais attends on n'a pas d'argent là en fait comment enfin ça pose problème on n'a pas de cash on n'a rien du tout. Et donc je vais voir le monsieur le jeune homme d'ailleurs pour payer. Et je lui dis credit card, est-ce que tu prends la credit card quoi? Il me fait genre non, on prend pas, c'est pas possible. Et sachant qu'on est à Beacon Beach, donc déjà moi en étant énormément dans Bitcoin, je me suis pas dit tiens je vais payer en Bitcoin. En fait c'est très bizarre. De dire je vais aller là-bas, je vais payer en Bitcoin. J'ai pas le réflexe tout de suite. Je me suis dit non c'est faux en fait, ça existe pas, c'est pas possible de faire ça. C'est trop bizarre. Je me suis dit c'est surréel de faire ça. Et donc finalement je me dis mais putain j'ai pas de cash et tout, comment je vais faire, comment je vais payer, sachant qu'un ATM il y en avait pas un tout de suite directement, enfin il y en avait peut-être un mais en tout cas je l'avais pas vu. Et puis je lui dis Bitcoin. Et il me fait genre, bah oui. Ah oui, je fais, évidemment. Ok. Ben voilà, c'est magnifique en fait, parce que finalement, même moi, je me suis dit, mais je trouve ça c'est trop émouvant en fait de me dire, mais finalement, mes bitcoins, oui, j'investis, oui, j'ai envie que ça prenne de la valeur, mais en même temps, ça a un petit côté, c'est une petite saveur de se dire, oui, je peux payer avec et finalement, je peux échanger de la valeur avec ces gens contre la nourriture qui m'ont servi. Je peux échanger de la valeur avec ces gens sans qu'il y ait personne d'autre aucune entité qui vient contrôler le fait que j'ai fait cette transaction avec cette personne. Et en fait, je trouve ça absolument fabuleux. Ça a rendu ce truc concret. Tu as fait la transaction, exactement. tu t'es dit, putain, mais c'est pour ça qu'on fait ça en fait. Oui, exactement. Et en fait, ça m'est arrivé de payer, par exemple, à Amsterdam, là, à Inscribing Bitcoin, donc la deuxième conférence sur les ordinaux au monde. J'ai payé un t-shirt en Lightning, mais ça m'avait pas fait pareil. J'étais là, oui, ok, j'ai payé, c'est cool, mais j'aurais pu payer en credit card, ça aurait été pareil. Sauf que là-bas, j'avais pas le choix, en fait. Je n'avais pas le choix de payer, au Salvador, j'avais pas le choix de payer en Bitcoin, j'avais rien d'autre. Donc oui, non, ça avait donné vraiment une saveur exceptionnelle à voilà ce que c'est Bitcoin et ce que ça doit être, c'est fabuleux. Deux choses que j'avais remarquées, que j'ai noté durant ton interview qui étaient assez drôles. La première, c'est que entre JPEG et NFT, tu as eu une réflexion qui était plus longue que la moyenne. NFT New York, elle y a pensé. Oui, mais... Ça me hante, je vous jure, ça me hante. T'es tombé sur JPEG, c'est-à-dire que les NFT, vraiment, toi, le NFT New York, ça t'a vacciné, j'ai l'impression. Oui. En fait, je pense que ça m'a vacciné parce que maintenant, je suis pro Ordinals, donc je suis pro ma purée de données, elle est on-chain, elle n'est pas mise et stockée sur IPFS, Arwiz ou j'en sais rien quoi, ou sur Amazon ou je sais pas quoi. Ce qu'il faut que j'explique, c'est quand même que le créateur du protocole Ordinals, c'est lui qui a fait la distinction entre NFT et artefacts numériques ou inscription sur Bitcoin. Pour lui, les artefacts numériques, c'est ce que devrait être un NFT, c'est-à-dire immuable, stocké on-chain, sécurisé, etc. Donc c'est pour ça que en fait c'est grâce à lui que maintenant les NFT, je suis pas en mode non, s'ils sont stockés sur autre chose que la blockchain, en fait j'en veux pas. Donc oui, c'est pour ça que effectivement les NFT, pour moi maintenant, à cause ou grâce à Casey Rodarmor, donc le créateur du protocole, pour moi, ça a vraiment une connotation très négative maintenant, parce que finalement, tu achètes le lien de ton image, donc bon, est-ce que c'est vraiment intéressant? Je ne sais pas. Après, oui, les investisseurs et les spéculateurs diraient autre chose. Voilà, mais la majorité des NFT, comme tu l'expliques si bien, c'est que c'est pas quelque chose qui est ancré, immuable, inaliénable et inattaquable, on va dire entre guillemets, sur la blockchain. Les NFT d'aujourd'hui qu'on connaît tous, c'est juste, comme tu dis, l'achat d'un lien et rien d'autre. C'est stocké sur des serveurs tels que AWS pour Amazon par exemple et autres. C'est ça. Alors que les Ordinals, c'est totalement différent, c'est vraiment de l'écriture blockchain, c'est sur la blockchain Bitcoin, ce qui fait que ça appartient à la blockchain Bitcoin une fois que le bloc est sécurisé et été écrit. C'est fini. Oui, voilà. Miné, exactement. Ça, c'est juste pour que les 2-3 qui ne suivent pas... les 2-3 au fond de la classe, là, qui soient... Musk vs Zuckerberg. Même pas d'hésitation. Alors là, t'as pas hésité. Ouais, Musk normal, on est d'accord, mais voilà, le côté... Zéro hésitation, pourquoi? T'aimes pas Meta? T'aimes pas le métaverse? J'aime pas Meta, oui. Non, j'aime pas Meta, non. Non, j'aime pas Meta. Après... disons que je trouve dans tous les cas que Musk a une espèce de présence, de prestance, de
de folie que Zuckerberg n'a pas, parce que Zuckerberg est un robot. Reptilien illuminatiste berbère. Je suis entièrement d'accord. Donc oui, non, Zuckerberg, voilà, en termes de personnalité, Musk, je pense, le dépasse largement. Et puis même ces entreprises, à Musk, il y a des entreprises qui sont tangibles. Enfin, il a fait Tesla, il a fait des voitures, il a fait SpaceX, il a fait des fusées. Il n'a pas fait juste une application qui a regroupé le monde entier, certes. Mais voilà, il n'a pas fait un Skyblog, quoi. Donc non, je pense que les ambitions de Musk sont bien plus grandes et bien plus visionnaires que celles de Zuckerberg à l'heure actuelle, parce que Zuckerberg a été visionnaire évidemment avec Facebook, plus vraiment maintenant, enfin en tout cas avec le métaverse, moi bon. Il est dans le MMA pour l'instant. Voilà. Tu disais BRICS ou G7, encore un truc sur lequel on est tous les quatre d'accord. Tu disais BRICS, et pareil, sans grande hésitation. Parce que déjà dans le G7, alors si je me trompe pas, il y a bien les États-Unis. Les États-Unis, sachez que je ne suis pas vraiment fan de ce pays, pas vraiment fan de l'hégémonie américaine. Et donc à partir de ça, le G7, j'aime pas trop. Mais c'est pas forcément le meilleur argument. C'est que les BRICS viennent apporter éventuellement une nouvelle économie, une nouvelle façon de penser. Qui vient en contradiction des États-Unis. C'est-à-dire qu'ils viennent se porter... Enfin, ils viennent... c'est une alternative. C'est un peu compliqué ce que je fais. Oui, c'est une alternative, en fait. Là, depuis 50 ans, c'est les États-Unis, c'est eux qui drivent le monde, c'est eux qui drivent l'Europe, c'est tout ça. C'est une forme de dissidence un peu, hein, les BRICS. Exactement. Ouais. Et je trouve ça assez intéressant que eux, et qui sont des pays quand même, qui vont, si tout le monde rentre, enfin tous ceux qui veulent rentrer dans les BRICS sont représentés 50 ou 60%, ou 50 ou 40% du PIB mondial, donc c'est pas non plus n'importe qui. Hein. Et donc, je trouve ça assez intéressant qu'il y ait une alternative à cette hégémonie américaine. Depuis que tu es dans cet écosystème Web3, quel a été le trait ou la chose qui a le plus changé chez toi, ton mode de pensée ou autre? C'est une très bonne... En tout cas, ça a amené énormément de choses dans ma vie. Mais ce qui a amené énormément de choses dans ma vie, c'est la création de contenu. C'est d'avoir fait toujours ça avec le cœur, sans jamais vraiment promouvoir des projets pourris, on va dire. Donc c'est essayer de rester... Non mais vraiment, essayer de rester droit dans mes bottes avec la création de contenu. Et donc cette honnêteté m'a amené beaucoup de choses, ce qui m'a amené à beaucoup voyager, et c'est magnifique d'avoir pu faire ça. Ça m'a amené à participer à des conférences, à rencontrer des gens de partout, à rencontrer des visions différentes, de l'expérience, de l'exploration, de la maturité. Qu'est-ce qui arrive là la suite pour Solène dans les semaines à venir là? Le Salvador. Ensuite encore d'autres voyages normalement. Toujours en Amérique centrale. Investissez sur Bitcoin. Si ça se peut que ça se fasse. Oui. Toujours Bitcoin, toujours Ordinals, toujours Ordinal à fond. Là, je suis partie pour continuer là-dessus. Après, c'est Noël et donc on fait Noël en famille. Ok, et si la communauté souhaite te joindre, sur quel réseau social t'es la plus active? Twitter et Instagram. Et après, j'ai aussi, alors si ça vous intéresse évidemment, j'ai aussi un groupe Telegram sur les Ordinals qui s'appelle BTC Ordinals FR. Est-ce que tu as un sujet que tu souhaites aborder? On n'a pas pu rebondir là-dessus, mais sur les Satoshi rares. Oui. C'est vrai que ça c'est... On peut faire rapidement là-dessus parce que c'est quand même assez fou. Finalement, grâce au protocole Ordinals, comme on peut numéroter les Satoshi, et c'est sur ces Satoshi là après qu'on va mettre des inscriptions, et bien donc chaque Satoshi est numéroté en fonction du moment où il a été miné, et bien on peut savoir à quel moment il a été miné, donc dans quel bloc, enfin bref, où est-ce qu'il a été miné. Et donc ça nous amène à avoir des niveaux de rareté sur ces Satoshi, parce que par exemple le premier Satoshi miné d'un bloc, eh bien lui il va avoir une certaine rareté. C'est uncommon sat. Ensuite, on va voir par exemple le Satoshi qui a été miné juste après le halving. Je crois que c'est le rare sat. Ensuite, on a le Satoshi le premier Satoshi qui a été miné du monde entier. Donc le Satoshi qui a été miné par Satoshi. Par Satoshi lui-même. Voilà, exactement. Et qui à lui tout seul vaut un bitcoin. Mythique ou légendaire. Ouais, c'est ça. Mais qui en fait existera jamais, hein, parce que je pense qu'il est avec Satoshi dans ses portefeuilles. Donc oui, on a finalement les Satoshi qui sont censés être
des objets, enfin des objets, ouais, on va dire des unités divisibles de Bitcoin fongibles, pardon. Eh bien là, on va leur donner un niveau de rareté, donc une espèce de non-fongibilité, parce que, ils peuvent être numérotés, parce qu'en fonction, ouais, alors je vais quand même reprendre ce que j'ai dit parce que c'est un peu faux. Donc ces Satoshi qui ont un niveau de rareté en fonction du moment où ils ont été minés. Grâce au protocole Ordinals, on a pu les numéroter et donc leur donner ce certain niveau de rareté. Donc on a des Satoshi, premier Satoshi du bloc, etc. Et donc c'est assez drôle parce que maintenant on a des chasseurs de ces Satoshi qui viennent essayer d'aller voir dans plein de portefeuilles est-ce qu'il y a des Satoshi rares dans ces portefeuilles-là. Et donc ça permet à chacun, d'ailleurs, vous pouvez aller le voir vous, d'aller voir dans vos portefeuilles Bitcoin. C'est ce que j'allais te demander. Voilà, si vous comment on fait pour savoir si on en a, nous, des comment on fait, et qui rares, décrète que ça c'est rare, ça c'est uncommon. Enfin, oui, pourquoi le premier, par exemple, du bloc ou le dernier, ou pourquoi celui qui commence pareil et qui finit pareil, par exemple, ça peut être... Ok, ben ça, en fait, tout simplement, on a un index qui a été créé par le créateur du protocole Ordinals, qui est Casey Rodarmor. Donc lui, il a un index avec 4-5 niveaux de rareté. Donc le premier Satoshi d'un bloc, le premier... le Satoshi miné juste après le halving, le Satoshi aussi miné après le réajustement de la difficulté. Donc à peu près tous les 15 jours, etc. Celui pour les pizzas, je crois aussi. Non, celui-là justement. Donc là, on a un niveau de rareté. Il y en a 5. Enfin, il faudrait que je sois plus précise quand même. Mais il y a à peu près 5 niveaux de rareté. Ah, mais il faut aller sur ton Twitter, de toute manière. Tu nous as fait un bon oui, j'ai effectivement fait un... Oui, donc tout ça pour dire qu'il y a 5 niveaux de rareté qui ont été définis par Rodarmor dans son livret blanc un petit peu du protocole Ordinals. Et après, il y en a d'autres qui ont été définis par la communauté. Donc là, on va par exemple avoir les Satoshi qui ont été utilisés dans la transaction dans la première transaction pour acheter une pizza. Enfin, voilà, dans les transactions qui ont été faites entre Satoshi et Alfinet. Donc ça, donc finalement, tous ces niveaux-là, les autres, en dehors des niveaux qui ont été définis par Rodarmor, eh bien, c'est des niveaux qui ont été finalement définis, décrétés par la communauté, et puis après implémentés. Principalement, le plus facile, c'est Magic Eden. Donc, vous pouvez aller là-dessus. Vous pouvez découvrir si dans vos adresses, vous en avez. Finalement, il y a juste un Discover Rarsat. Juste mettre son adresse. Magic Eden, ouais. Okay. Et donc, vous pouvez rentrer vos adresses Bitcoin et dessus, il va vous dire, OK, vous avez 5 uncommon. Si vous avez 5 uncommon, vous êtes vraiment bien. Parce que ça veut dire que ça va devenir un peu de là. En fait, il y a 21 millions de Bitcoin déjà. Il va y avoir, dans la subdivision qu'est le Satoshi, des chercheurs d'art, en quelque part, qui vont donner une valeur encore différente à la valeur elle-même du Satoshi. C'est extrêmement drôle. Oui, parce que finalement, on peut acheter un uncommon SAT, donc qui est le premier Satoshi miné d'un bloc. Ça s'achète à peu près $125. Donc déjà, on achète un Satoshi qui vaut un Satoshi. On l'achète $125. Donc non, c'est drôle. Ça me fait penser au sketch de Fraissinet avec sa pièce de 2 €. Mais je comprends pas, c'est 2 €. Ben, c'est le même principe. Non, mais c'est ça. Satoshi, mais et en plus, maintenant, ce qu'on peut faire, avec le protocole Ordinals, c'est inscrire de la donnée sur ces Satoshi. Et donc finalement, on se retrouve avec des Satoshi rares sur lesquels on met une image qui est rare aussi. Donc en fait, ça décuple un peu la valeur de. Ça fait et puis c'est drôle aussi. Des collections. Sur ton Twitter, j'ai vu un de tes messages où tu expliquais qu'il y a un mineur du coup, qui en avait une quantité astronomique sur son wallet et tu supposais, il me semble, qu'en fait c'était une unité de mesure quoi. À chaque fois qu'il mettait de côté son premier Satoshi, exactement. Il savait combien il en avait. Mais je crois, si je dis pas de bêtises, c'est plus de 1600, je crois, un truc comme ça. Oui, c'est ça, 1600, oui, exactement. Je vais raconter rapidement l'histoire. Oui, j'ai fait un article là-dessus. Mais en gros, oui, c'est une personne en 2014, il me semble, qui est un mineur et en fait qui minait des blocs. Et à chaque fois qu'il minait un bloc, il laissait un Satoshi sur cette adresse et il envoyait tout le reste sur une autre adresse. Et donc, c'est-à-dire qu'il laissait toujours le premier Satoshi. Alors, je sais pas exactement comment il a fait pour laisser exactement le premier Satoshi. Le précurseur, quoi. Ah non, mais c'est un truc de fou. Et surtout, je sais même pas comment il a fait parce que même aujourd'hui, choisir l'UTXO précis avec ce purée de Satoshi, c'est déjà très compliqué. Donc lui, je sais pas comment il a fait, mais enfin, il l'a fait. Et donc, il a laissé ce premier Satoshi du bloc qu'il a miné sur cette adresse. Et donc, il a répété ça sur 1615 blocs. Donc, en gros, on peut imaginer qu'il a miné 1615 blocs. Et pour savoir qu'il a miné 1615 blocs, il a chaque fois, il laissé le premier Satoshi et le reste, il l'a envoyé sur d'autres adresses. Et donc, ça fait qu'il a 1615. Et c'est tout. Dans son wallet, il n'y a que ça.
Il y a rien d'autre. Il y a juste 1615. Enfin, il y a 1616 Satoshi et il y a 1615 Uncommon Satoshi. D'ailleurs, il donne plus signe de vie celui-là. Non. Donc ça veut dire que le gars, il a 1600 Uncommon, il ne sait même pas en fait. Oui, je pense qu'ils n'existent plus. Ils n'existent plus du tout. Et il me semble que dans la commu, il y en a qui ont essayé de les contacter. Je pense pas que ça ait donné grand-chose. Mais nous, ce qu'on peut imaginer, pourquoi est-ce qu'il a fait ça, c'était pour comptabiliser le nombre de blocs qu'il minait. Finalement, on imagine que c'est ça. Écoute Solène, l'émission va toucher à sa fin. C'était un plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Partager. La preuve d'habitude c'est 35 minutes, donc on est à 1 heure. Là ça fait 1 heure. On est à 1 heure, mais oui, mais parce qu'on les voit pas passer. Hein. Vous avez les réseaux sociaux qui seront disponibles pour Solène dans la description de la vidéo. Et puis si vous avez trouvé cette discussion intéressante, allez voir celle-ci qui va être tout aussi intéressante, ou allez voir celle-ci qui peut être aussi tout intéressante. C'est 2 vidéos que vous n'avez pas encore vues et vous loupez quelque chose. Franchement, c'est dommage. Ouais, ça fait un petit moment que t'es en petit décalé, mais je me dis c'est pas grave, ça fait genre t'es un acteur américain et t'as la voix française qui est en train de te doubler. Les Solène qui est au Mexique. Fais un test. Bonjour, je m'appelle Peter. Ouais. Bonjour, je m'appelle Moïd, je suis relou. Voilà. C'est bon. T'es revenu. Ok, super.